Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Un numéro hors série d'Historia intitulé Londres, capitale du monde 1837-1901 est actuellement au kiosque. De quoi donner des idées à Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je fais partie des amoureux de Londres et je confesse rêver souvent de la Londres du 19e siècle avec ses splendeurs et ses misères. Cette Londres qui est au cœur d'un numéro hors série d'Historia. Philippe Chassaigne, historien de l'Angleterre, sera notre guide cet après-midi dans cette merveilleuse cité. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Yann sur l'origine de l'expression « à la bonne franquette ». Évidemment, je ne décèle nulle malice dans la question de Yann. Vous voyez d'ailleurs, j'allais commettre le lapsus. Pour le moment, à propos de malice, nous suivons Peter Pan dans un vol halluciné au-dessus de Crystal Palace. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. L'incendie s'est déclenché le 30 novembre 1936, il y a donc presque 80 ans. Au départ, c'est un accident. On est en fin d'après-midi, c'est un petit feu qui se déclenche et atteint les toilettes d'un bâtiment public très connu des Londoniens, et pour cause, puisqu'il s'agit d'un des édifices les plus emblématiques du 19e siècle, le célèbre Crystal Palace. Apparemment, le danger n'a pas l'air très important, le personnel n'a même pas l'air très inquiet. On assure à des musiciens en pleine répétition dans la salle de concert qu'ils peuvent poursuivre leurs activités tranquillement. On va circonscrire le sinistre. Seulement, les minutes passent et la situation dégénère. Le feu bientôt échappe à tout contrôle. Les flammes sont impressionnantes. Elles rongent à toute vitesse le plancher du bâtiment et cette fois, les musiciens doivent courir à toutes jambes vers la sortie. Des renforts interviennent, des renforts très importants, c'est ce que nous raconte Patrick Beaver. De tout Londres, des brigades de pompiers arrivent avec 89 véhicules et 381 pompiers, soit près de la moitié des forces disponibles à Londres. Avec eux vinrent des foules de badauds et une armée de policiers à pied et à cheval. Et oui, car encore une fois, ce qui est en train de partir en fumée sous les yeux des Londoniens complètement estomaqués, c'est un des édifices les mieux aimés de la capitale. Un terrible combat s'engage dans cette soirée. Le combat est perdu d'avance. Pendant d'interminables heures, le feu va réduire le palais à l'état de ruine. Et au moment où le grand transept, où la partie centrale de la gigantesque galerie s'effondre, ça fait un raffut tel qu'on l'entend jusqu'à 8 kilomètres. C'en est fini. Crystal Palace n'est plus. Avec lui, toute une époque disparaît. Ce sont les souvenirs de la gloire britannique des grandes expositions universelles du 19e siècle. C'est toute la période du rêve londonien, l'utopie de la paix, de la Pax Britannica apportée par le progrès technique, etc. Tout ça est réduit en cendres. Les Anglais d'ailleurs ont été conscients de l'importance du symbole. Vous savez, ils avaient le cœur brisé de voir ça. On avait l'impression que la nation, d'un seul coup, était ébranlée dans ses fondements. Et dans les jours qui vont suivre l'incendie, le Times publiera des lettres d'anonymes, des lettres pleines d'émotion et de nostalgie, chacun ayant un lien personnel avec le Crystal Palace. Dans l'une de ces lettres, on peut lire « Nous étions alors au sommet de notre gloire ». Alors, c'est en 1851. Où sommes-nous aujourd'hui ? Espérons que la disparition du palais ne fasse pas figure de présage. Et oui, c'est un peu la question qui se pose. À une époque où l'Angleterre est en plein repli, où l'empire colonial est en chute, on est encore une fois en 1936, on peut se demander si l'incendie de Crystal Palace n'est pas en quelque sorte une image du repli et de la chute de la puissance britannique. Pour imaginer ce qu'a pu être cet extraordinaire bâtiment et ce qu'a pu être l'aventure qui l'a accompagné, il faut remonter, pour nous, un siècle et demi en arrière, il faut remonter
au printemps 1851, le 1er mai 1851, dans Hyde Park, une foule très importante se presse pour l'inauguration de l'exposition universelle. Cet événement d'une dimension inédite vise, à travers la présentation d'innombrables machines et objets en tout genre, c'est le principe même d'une exposition universelle, vise à célébrer le génie technique humain et surtout, disons-le, le génie britannique. Au premier coup d'œil ce jour-là, chacun a déjà une preuve flagrante de ce génie britannique en contemplant l'extraordinaire hall d'exposition qui a été créé pour l'occasion. C'est cela qu'on appelle le Crystal Palace, cette cathédrale de verre et de métal, comme une gigantesque serre aux proportions à peine croyables et qui subjugue la foule accourue par son éclatante modernité. C'est là, sous le regard de la reine Victoria, qu'il faut imaginer fier, solennel et ému, ce regard. C'est sous le regard de la reine Victoria que triomphe le prince Albert, son mari, pour cet homme qui n'est pas très populaire, affublé du rôle un peu ingrat d'époux de la souveraine. C'est le prince consort, à qui on reproche encore son accent tudesque. Cette inauguration en grande pompe a sans doute un goût de revanche. En effet, c'est le prince Albert qui, depuis le début, a soutenu, a porté cet ambitieux projet d'exposition universelle. Il l'a porté malgré toutes les critiques, et maintenant que l'exposition est là, et maintenant qu'éclate cette extraordinaire splendeur sous les yeux des Londoniens et du monde entier qui se trouve à Londres pour l'occasion, eh bien le prince Albert, je pense, est assez fier. Ceux qui sont fiers, ce sont tout simplement les Britanniques. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et avec vous, cet après-midi, Franck Ferrand, nous sommes à Londres pour particulièrement visiter Londres, mais plus particulièrement Hyde Park, avec le Crystal Palace, qui a accueilli l'exposition universelle. C'était en 1851. Et oui, c'était la toute première fois. Vous savez, évidemment, aujourd'hui on parle d'exposition universelle, il y en a très régulièrement de ces expositions universelles, même si elles n'ont plus du tout l'impact, l'importance et l'ambition de celles du 19e siècle. La première exposition universelle de Paris, c'est celle de 1855. Mais là, nous sommes avant. C'est en 1849 qu'on a présenté à l'époux de la reine Victoria, au prince Albert, ce projet spectaculaire d'une exposition dont l'ambition serait de montrer toutes les facettes du progrès technique. N'oubliez pas que nous sommes en pleine révolution industrielle et que le pays où s'est d'abord développé, où s'est épanouie cette révolution, c'est justement l'Angleterre. Les innovations petites et grandes, discrètes ou visibles au quotidien, ces innovations apparaissent chaque jour à un rythme effréné et l'idée est d'en faire une sorte de catalogue, une exposition qu'on montrerait au public, non seulement au public français, anglais, mais aussi au public français. N'oubliez pas l'arrière-pensée, bien entendu, toujours des Anglais. On va montrer à ces mangeurs de grenouilles ce que nous sommes capables de faire et puis surtout montrer au monde entier, donner à la Grande-Bretagne cette dimension internationale qu'un empire colonial déjà très important est en train de lui conférer. Mais on est là encore en pleine expansion coloniale. Donc vous imaginez bien qu'il s'agit d'un geste politique. Derrière cette ambition, s'esquisse aussi une croyance un peu utopique dans les vertus pacifiques d'une concurrence loyale et fraternelle entre les pays. Voilà ce qu'écrit Charles-François Mathis dans Historia. L'ouverture internationale, qui est la grande nouveauté de ce projet, doit permettre de remplacer la compétition armée par l'émulation et la dépendance économique. Quelque chose, somme toute, qui n'est pas sans nous faire penser à certains aspects de notre propre époque.
Le prince Albert, d'emblée, s'est montré enthousiaste. Il a mis sur pied une commission d'organisation avec pour objectif une ouverture de cette grande exposition en 1851. On lui a présenté ça au milieu de l'année 49. Vous voyez que le délai est vraiment très court. Et cette précipitation va bientôt faire naître de nombreuses difficultés. Certains critiquent une entreprise malsaine, voire diabolique, entreprise d'étalage du progrès technique. On verserait ainsi dans le matérialisme le plus répréhensible, dans une forme d'idolâtrie qui détournerait la société de visions plus spirituelles, qui la détournerait de Dieu, tout simplement. Des craintes apparaissent aussi au sujet de la sécurité. Une manifestation internationale en plein Londres, ville soumise à l'époque à de très fortes tensions sociales, nous allons y venir dans un instant, une telle manifestation pourrait attirer d'indésirables agitateurs, des brigands, etc. Et puis le lieu même de l'exposition fait débat. Si l'on pense rapidement à Hyde Park, beaucoup s'émeuvent qu'on doive abattre des ormes centenaires pour installer l'immense hall d'exposition, parce que qui dit exposition internationale dit un hall d'exposition, en tout cas un hall central. C'est d'ailleurs ce qui nous intéresse, et c'est là que les débats, c'est sur ce sujet que les débats vont être le plus vif. Malgré tout ça, on avance. Un concours est lancé pour l'édification du bâtiment lui-même. Les projets affluent de tous les cabinets d'architectes, mais au printemps 1850, la commission a déjà rejeté les 245 projets reçus. Vous imaginez, elle a étudié tous ces plans. Non, ça ne convient pas. Le problème, c'est que le temps presse. On est maintenant quasiment à la veille de l'inauguration. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Cette exposition, vous le reconnaîtrez, est d'emblée assez mal engagée, jusqu'à ce qu'un outsider, si je puis dire, qui s'appelle Joseph Paxton, ne vienne un peu rebattre les cartes. Ce Joseph Paxton, jusqu'ici, a surtout construit des serres. Il est un jardinier paysagiste au départ, il est devenu architecte pour des jardins, et on dit que c'est en griffonnant sur un bout de papier, vous savez, il assistait à une réunion qui était un peu longue, un peu assommante, qui tirait en longueur, et il a griffonné sur un bout de papier l'élévation, le croquis de ce qui allait devenir, dit-on, c'est peut-être la légende, hein, mais c'est comme ça que serait né dans son esprit le Crystal Palace. Quoi qu'il en soit, comme le raconte Jean-Pierre Navaille, je cite, « Cantonné jusque-là dans la construction de serres, Joseph Paxton fut le Deus ex machina qui permit de débloquer la situation. Après avoir reçu l'assurance qu'un nouveau projet serait considéré, il tira les plans d'un édifice de métal et de verre en s'inspirant de la serre qu'il avait déjà réalisée en 1837 pour acclimater un lys géant originaire de Guyane anglaise. » Robert Paxton, pas Robert, pardon, c'est un autre. Joseph Paxton est assez fin stratège. Il va très vite mettre le public de son côté, en quelque sorte. Il publie une esquisse de son projet. Il le fait publier par la presse. Et évidemment, la réaction du public est très favorable parce qu'on a un gigantesque édifice tout de clarté, de lumière, qui paraît la légèreté même et qui symbolise ce progrès technique que l'exposition de 1851 est censée louer. Le comité de l'exposition suit. Il faut vous dire qu'il n'a pas tellement le choix. Le temps est vraiment maintenant très très court. Le délai est très court. Le comité valide donc le projet. Et juste à temps, on peut dire que l'exposition universelle a trouvé sa vitrine. L'immense bâtiment de Joseph Paxton aura l'avantage d'être construit très rapidement. D'ailleurs, on préfabrique les éléments nécessaires, un tout petit peu comme une trentaine d'années plus tard, on procédera pour la Tour Eiffel à Paris. Vous savez, c'est-à-dire qu'on achemine sur place des éléments qui sont déjà en partie des éléments préfabriqués, qui sont déjà en partie ajustés. La voûte prévue à 33 mètres de hauteur doit permettre de préserver les fameux ormes auxquels tiennent tant les Londoniens, puisque désormais les ormes vont être englobés en quelque sorte et sont intégrés au décor intérieur de la serre. Ça plaît beaucoup aux Anglais, évidemment. Les travaux commencent le 26 septembre 1850. 300 000 panneaux de verre, supportés par quelques 330 colonnes, vont sortir de terre. Le bâtiment est colossal et pourtant, encore une fois, je vous dis, il a l'air totalement aérien avec sa nef de 550 mètres de long, une surface de 70 000 mètres carrés.
Le Palais de Verre représente, dit-on, entre 3 et 4 fois Saint-Pierre de Rome. Quand vous connaissez Saint-Pierre de Rome, vous voyez le caractère absolument gigantesque de cette création. Et certains s'interrogent déjà, et si ce hall gigantesque, à l'allure tellement délicate, et si ce hall finissait par s'écrouler sur ses visiteurs ? Jusqu'à 15h, nous sommes à Londres avec Franck Ferrand et son invité. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission consacrée notamment au Crystal Palace sur la page Facebook Au cœur de l'histoire, sur europe1.fr et sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi, nous sommes au cœur de la plus grande ville du Royaume-Uni, au cœur de Hyde Park, avec cette exposition universelle qui était au cœur du Crystal Palace. Alors, nombreux sont ceux qui doutent de sa solidité, Franck. Oui, ils ne vont pas douter longtemps, puisque le triomphe, le mot n'est pas trop fort, le triomphe de l'inauguration, de l'ouverture de l'Expo universelle en mai 1851, je vous ai dit le 1er mai 1851, le triomphe est tel qu'il balaie littéralement les doutes, les inquiétudes. Les Britanniques en sont convaincus. Le spectacle qu'on leur propose est le plus incroyable, non seulement de l'histoire d'Angleterre, mais de toute l'histoire. Ils en sont convaincus. Alors il faut entrer dans cette halle grouillante, inondée de lumière. La foule est compacte, évidemment, et très vite, on entend le bruit des machines en mouvement un peu partout et les exclamations ébahies de la foule, exclamations qui répondent au spectacle extraordinaire. Des démonstrations d'objets sont proposées. Certains débattent devant un alignement de sphinx égyptiens ou devant une locomotive qu'on prétend capable d'atteindre les 100 km/h en 1851. Ça paraît complètement incroyable. D'autres comparent avec passion les mérites des pays représentés, car tous sont là pour montrer ce qu'il y a de plus moderne, de plus industriel, tout simplement, chez eux. Et à ce petit jeu, évidemment, l'Empire britannique dispose d'un certain avantage. À lui seul, il occupe la moitié du gigantesque espace. Les autres puissances européennes, France en tête, et les États allemands, la Russie, l'Autriche-Hongrie, etc., sont présentes. En tout, 40 nations exposent sous la voûte cristalline du palace londonien, donc en plein Hyde Park. On aperçoit au centre la grande fontaine de cristal qui fait 8 mètres de haut, au cœur du transept central. Mais il y a tellement de choses à voir, 100 000 objets exposés, des inventions, des machines, toutes sortes de matières premières qu'on n'avait jamais vues avant. C'est un bazar. Voilà ce que nous dit Charles-François Mathis. C'est à proprement parler le bazar du monde, écrit-il. On y trouve le fameux diamant Koh-i-Noor, les animaux empaillés de Plouquet, un appareil qui vous réveille en vous jetant de l'eau froide, des châles magnifiques, le revolver Colt, des machines à coudre, un prototype de sous-marin français, des appareils photographiques, des outils agricoles, une ruche de verre, un couteau à 80 lames, un télégraphe, etc. etc. Et contrairement à ce que les mauvais esprits ou les esprits chagrins avaient prédit, le Crystal Palace est adapté à l'événement. Il tient bon. Non seulement il ne s'écroule pas, mais au contraire, il a l'air d'incarner la solidité de cette modernité triomphante. La reine Victoria, dit-on, va se rendre pas moins de 40 fois au Crystal Palace. Et le public lui emboîte le pas, bien sûr, avec, il faut le dire, des jours pour les uns et des jours pour les autres. N'oublions pas que nous sommes en Angleterre, au milieu du 19e siècle. Et donc, on estime qu'on ne peut pas mêler la foule populaire des petits jours avec la haute société des grands jours, n'est-ce pas? Donc, tout simplement, il y a des tarifs différents selon les jours. Et les journées à 1 shilling, évidemment, vous n'avez que de belles crinolines et de beaux hauts de forme dans les allées. Tout se passe bien, néanmoins. C'est une démonstration très concrète de la puissance britannique qui a été administré au monde entier, apportant les promesses d'un avenir meilleur, d'un progrès technique auquel on croit de plus en plus. Nous avons souvent eu l'occasion ici même de dire à quel point la fin du 19e siècle a cru dans le progrès technique. Eh bien, il n'est pas interdit de penser que les expositions universelles en général, et tout particulièrement cette toute première exposition de Londres en 1851, auront d'une certaine manière entretenu ce mouvement et l'auront développé. Il faut vous dire que l'exposition en tant que telle aura accueilli quelques 600 000 visiteurs. Et puis un jour, on ferme, on baisse le rideau, et là, la question se pose, que faire de Crystal Palace? Est-ce qu'il faut le démonter comme c'était prévu? Est-ce qu'il faut le laisser comme ça dans Hyde Park?
l'année suivante, en 1852, le Parlement anglais décide le démantèlement du bâtiment. Le Crystal Palace, à ce moment-là, est racheté par une compagnie qui a été créée par Paxton pour l'occasion. Il est démonté pièce par pièce et il sera remonté un peu au sud, dans la partie sud de Londres. Aujourd'hui, tout ça fait partie du Grand Londres, bien entendu, à Sydenham Hill. Ça devient... Alors, ce qui est étonnant, c'est que le bâtiment qu'on remonte après sa destruction est encore plus grand, encore plus extraordinaire que le précédent. Paxton, libéré pour la première fois des contraintes de l'architecture environnante, d'un espace confiné et des limites imposées par ses mécènes, nous dit Beaver, dessina un bâtiment qui rendait l'original modeste en comparaison. Alors on a dans ce nouveau Crystal Palace une salle de concert de 4000 places, des jardins, des petits lacs, etc. C'est une nouvelle existence pour ce Crystal Palace qui va connaître dans les années 1880 une sorte de gloire planétaire. Il était impensable à l'époque de faire un voyage à Londres sans lui rendre visite. Et puis petit à petit on va un petit peu délaisser le bâtiment, il faut bien le dire, il n'est plus dans le centre même de la capitale et c'est en 1936 qu'aura lieu l'incendie dont je vous ai parlé. Un incendie qui peut-être a rendu un certain service à Crystal Palace puisqu'il a permis de rendre mythique une construction qui sinon aujourd'hui nous paraîtrait peut-être tout simplement un peu démodée. Bonjour Philippe Chassaigne. Bonjour. Le Crystal Palace n'est qu'un des aspects, tout petit aspect de cette gigantesque Londres du 19e. Nous y venons avec vous dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. C'est un voyage au sens propre et un voyage dans le temps que vous nous proposez, Franck Ferrand, cet après-midi sur Europe 1. Direction dans le Londres du 19e siècle. Avec votre invité, vous recevez Philippe Chassaigne, professeur d'histoire contemporaine à l'université Bordeaux-Montaigne, spécialiste de la Grande-Bretagne. Vous avez également, Philippe, participé au hors-série Historia, Londres, capitale du monde, 1837-1901, un magazine en kiosque actuellement. Alors Philippe Chassaigne, il faut revenir un instant sur cette exposition universelle et souligner mon erreur. J'ai dit 600 000 visiteurs. Non, c'est 6 millions de visiteurs en 1851. Oui, c'est littéralement, comme le dit l'Illustrated London News au moment de l'ouverture de l'exposition, tout le monde entier qui se précipite sur Londres, qui se rue à Londres. Il y a des visiteurs venus effectivement de tous les continents, d'Asie, du Nouveau Monde, d'Amérique du Nord, d'Europe bien évidemment, et effectivement des Britanniques. Donc un succès complètement faramineux. On n'avait jamais connu jusqu'alors, enfin à ma connaissance, on n'avait jamais connu dans l'histoire un événement qui ait réuni une telle foule en fait, autant d'êtres humains au même endroit. Tout à fait, c'est un événement qui est vraiment d'ampleur, de rayonnement et de répercussion mondiale. Et historique. Tout à fait. Et justement, c'était cet afflux de monde qui pouvait faire craindre les débordements que vous avez évoqués. Et lorsque le Crystal Palace ferme et l'exposition cesse, donc 6 mois après son ouverture, les Britanniques ne peuvent que se rendre compte que finalement tout s'est très bien passé et que la populace londonienne et britannique n'est pas aussi dangereuse qu'ils l'avaient pensé aux années 1840. Ils avaient eu peur. Plus de peur que de mal. La reine Victoria est à l'époque sur le trône depuis moins de 15 ans, puisqu'elle est devenue reine en 1837. En 51, elle est encore dans la première partie de son règne, avec le prince Albert de Saxe-Cobourg. On est encore dans j'ai envie de dire, dans un règne qui se cherche un peu et qui va s'asseoir grâce à cette exposition universelle. Non ? Tout à fait. La décennie 1850, donc celle qui va jusqu'à la mort d'Albert en 1861, c'est vraiment l'apogée de cette première partie de règne. C'est le moment où la reine Victoria est très contente parce que enfin les talents, les mérites, les qualités de son mari se voient reconnus. Alors elle avait eu beaucoup de mal, vous l'avez évoqué effectivement, à faire accepter Albert qui gêné par ses origines allemandes, son accent, son abord aussi un peu froid strict, et voilà abrupt, on dira caractéristique de l'âme germanique entre guillemets. Et donc à ce moment-là, c'est vraiment la consécration d'Albert. Et donc la reine Victoria est extrêmement contente. Cette décennie est marquée aussi par la continuation des grossesses, et donc on a la famille qui s'agrandit, je pourrais même jusqu'à 9 personnes. Une Angleterre en pleine prospérité. Oui, on va bientôt appeler l'Angleterre victorienne du fait du très long règne de cette reine, dont l'arrière-petite-fille d'ailleurs vient de dépasser le record. Exactement, Il y a quelques au mois de septembre semaines. dernier. Oui.
mais en tout cas, c'est une Angleterre triomphante qui se donne en spectacle à Hyde Park en 1851. Tout à fait, une Angleterre triomphante, oui. C'est la première puissance mondiale, déjà par l'Empire colonial, qui ne fait que ça s'étendre ensuite, oui. voilà, jusqu'à la fin du 19e siècle, par la puissance donc industrielle, l'avancée technologique, et puis ensuite, lorsque cette avancée technologique va être un peu moins évidente, lorsque de nouveaux venus comme les États-Unis ou l'Allemagne vont prendre le pas sur le plan strictement industriel sur l'Angleterre, là c'est quand même la première puissance économique mondiale avec la puissance financière, la puissance City, bancaire, voilà, la City, la puissance maritime. Donc c'est vraiment un siècle d'hégémonie britannique. Nous allons entrer dans Londres, si je puis dire, et visiter cette immense cité par quartier. Ce qu'il faut dire, c'est qu'avec Paris et avec Naples, c'est une des 3 premières villes d'Europe depuis déjà 2 siècles et demi, presque 3 siècles, et qu'au XIXe siècle, Londres est la première ville du monde, de très loin même en vérité. Voilà, en 1801, Londres compte un peu moins d'1 million d'habitants, et en 1901 ou 1911, enfin, ça dépend de la date que l'on prend, enfin, on est aux alentours de 6 à 7 millions d'habitants. D'ailleurs, à la fin du siècle, on ne sait même plus très bien ce qu'est Londres, parce qu'il y a la ville, et puis ensuite il y a cette immense étendue de banlieues, donc le Grand Londres, donc le phénomène des banlieues tentaculaires, c'est Londres qui l'a expérimenté en premier, et donc on est aux alentours de 6-7 millions d'habitants, c'est vraiment des chiffres de population qu'on n'a jamais vus jusqu'alors. Il y a bien entendu de grands monuments, des artères, etc., mais on ne trouve pas à Londres la même volonté d'urbanisme que dans une ville comme Paris, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu anarchique dans ce développement. Tout à fait, il n'y a aucun plan d'ensemble. C'est ça. Et cela, c'est un parti pris, pour dire, qui s'est affirmé dès même la reconstruction de la City de Londres après le grand incendie de 1666, où il y avait eu un plan d'ensemble présenté par l'architecte Christopher Wren, qui a été rejeté. Et donc ensuite, on a des développements qui se font essentiellement au gré des initiatives des promoteurs et qui vont mettre en construction tel ou tel terrain qui auparavant était un terrain agricole, pour le plus souvent d'ailleurs organiser tout d'abord autour d'une place, donc un square, une place carrée, donc des demeures pour loger les nobles, et puis évidemment l'aristocratie attirant d'autres groupes sociaux qui vont leur servir de commensaux ou de domestiques. On voit autour de ces places, de ces squares, donc se développer des rues, des ruelles et tout l'ensemble qui s'urbanise. Je poursuis un instant la comparaison avec Paris. Il était bien connu qu'à Paris, la hiérarchisation, la segmentation par classe sociale se faisait verticalement, c'est-à-dire que plus vous montiez dans les étages des immeubles et moins vous aviez affaire à des personnes importantes, entre guillemets, ou fortunées. À Londres, ça n'est pas le système qui est retenu, c'est-à-dire qu'on a une population qui se divise par quartier, en vérité. Voilà, à Londres, il y a en fait un zoning horizontal, comme on dirait en langage d'urbaniste aujourd'hui, et effectivement, il y a on connaît la célèbre division entre l'East End, donc à l'est de la City, qui est le quartier du port, le quartier populaire, voire misérable, et puis le West End, donc à l'ouest de la City, une fois qu'on a passé Trafalgar Square, qu'on arrive du côté de Buckingham Palace et de Westminster, où là effectivement on a des quartiers beaucoup plus cossus, beaucoup plus riches. C'est là qu'habite l'aristocratie, justement dans tous les quartiers qui sont situés à l'est et au sud. Quartier très vert, très étendu. Voilà, très étendu, oui, ça l'emprise au sol est considérable. Même dans le cœur de la capitale, sans parler de la banlieue, on est dans un paysage qui pourrait faire penser par certains aspects à la campagne. C'est des parcs, des rues vertes, de grandes cours, des maisons à péristyle, etc. Alors, il y a effectivement cet amour des Anglais pour la nature dans la ville, et donc avec les grands parcs, on a parlé d'Hyde Park, mais il y a ensuite aussi il y a Green Park, donc qui est à l'arrière de Buckingham Palace, et il y a d'autres parcs. Je pense à Regent's Park par exemple aussi, au nord de Londres, avec le zoo, donc qui se développe à partir de la ménagerie du roi, personnel du roi George IV. Mais même l'amour de la nature pousse même les Britanniques, les urbanistes, à construire un parc dans l'East End, c'est le Victoria Park, et qui est le poumon vert de l'East End, où effectivement les occasions de respirer l'air pur étaient quand même assez rares. Parce que, et ça nous paraît surprenant aujourd'hui, on a une petite et même une moyenne industrie qui se développe au cœur même de la cité à Londres. Voilà. Ça, oui, il y a effectivement donc il n'y a pas de grandes usines, sauf du côté des chantiers navals, donc près du port. Il y a aussi quelques brasseries, il faut beaucoup de place pour brasser la bière. Il y a beaucoup de buveurs de bière à Londres, tout le monde le sait. Mais ensuite, il y a de l'artisanat, et souvent de l'artisanat de qualité, parce qu'on travaille pour la cour, pour les aristocrates. Et c'est justement ce qui est bien mis en évidence dans un des articles de ce numéro spécial d'Historia, donc je pense notamment à l'article d'Alain Jumeau, cette présence du marché aristocratique, du marché noble,
suscite donc ces artisans qui, sans cette proximité, ne pourraient pas travailler ou ne travailleraient pas pour les mêmes clients et donc ne pourraient pas pratiquer les mêmes tarifs et vivraient sans doute beaucoup moins bien. Donc une capitale précocement industrielle, une capitale commerciale, on n'a pas besoin de parler du génie britannique pour le commerce, capitale financière, bien sûr, on va venir à la City dans un instant, et capitale politique avec Westminster et toutes ces institutions. On pourrait dire que c'est une capitale au cube ou puissance 4 que cette ville de Londres. Dans tous les domaines, effectivement. Il n'y a pas, par exemple, en Angleterre, de distinction entre la capitale politique et la capitale économique, comme aux États-Unis, entre Washington et New York. Avant, tout est concentré. Bon, c'est dû aussi au fait que l'Angleterre est un État unitaire quand même depuis, la Grande-Bretagne est un État unitaire depuis assez longtemps. On a vu le jour en 1707, il y a le Royaume-Uni en 1801, donc tout est concentré sur la capitale. Mais on a ces différentes fonctions qui se cumulent ou s'empilent les unes sur les autres et qui font la particularité de Londres. Royaume glorieux de la reine Victoria, terrain de chasse de Jack l'Éventreur, annonce la couverture de ce numéro hors série d'Historia, avec Assassin's Creed d'ailleurs. On a beaucoup de vues tirées du jeu. Londres, capitale du monde, 1837-1901. Nous allons voir dans un instant pourquoi ces dates. Je pense que vous aurez compris pourquoi ces dates. L'histoire sur Europe 1. Et à quelques heures du week-end sur Europe 1, vous nous proposez une jolie visite de Londres cet après-midi, le Londres du 19e siècle, Franck Ferrand, avec votre invité Philippe Chassaigne, professeur d'histoire contemporaine à l'université Bordeaux-Montaigne, spécialiste de la Grande-Bretagne. Alors nous allons partir de Big Ben, des maisons du Parlement, n'est-ce pas, Houses of Parliament. On est dans le quartier de Westminster, ça c'est le centre politique de la capitale et le centre historique d'ailleurs. C'est un des centres historiques, oui, puisqu'il y a l'abbaye de Westminster où les souverains sont couronnés. On pense par exemple au couronnement de Guillaume le Conquérant, le jour de Noël 1066. Qui a d'ailleurs failli mal tourner. Mais ensuite, il y a l'abbaye de Westminster où sont couronnés les souverains. Donc il y a ensuite les maisons du Parlement qui sont l'héritage du palais de Westminster où le Parlement commence à se réunir dès la fin du XIIIe siècle. Alors les maisons du Parlement qu'on connaît aujourd'hui, elles sont beaucoup plus récentes parce que le palais de Westminster a brûlé en 1834 et l'espèce de pâtisserie néo-gothique que nous connaissons est inaugurée en 1846 si je me souviens bien. Donc, encore un édifice victorien. Ah oui, là tout à fait. Et qui est le style dominant à l'époque victorienne, c'est le néo-gothique. Donc là, c'est vraiment tout à fait emblématique de la période. Et puis, c'est là que se trouve la Chambre des Lords, la Chambre des communes, qui a de plus en plus de pouvoir au sein du Parlement au XIXe siècle. Et puis, il y a ensuite le palais de Buckingham, qui est la résidence royale, la résidence officielle du souverain depuis le début du règne de Victoria. Oui, parce que Guillaume IV n'avait pas pu. C'est elle qui s'installe à Buckingham, en fait. Et qui va l'étendre, qui va encore développer le palais. Oui. Auparavant, le souverain vivait au palais de St. James, donc à proximité. Mais enfin, le palais de Buckingham devient qu'à partir du règne de Victoria. Alors, quand on parle à l'échelle planétaire de l'importance essentielle de la place de Londres en matière de finances, ça n'est pas tout à fait à cette Londres-là qu'on fait allusion. Ah non, c'est à celle qui se trouve ce qu'on appelle la City. Voilà, donc là, il faut aller davantage à l'est, il faut aller en aval. Et donc, c'est la City. La City, ça correspond, en fait, c'est la Civitas. Vous dites en aval parce que, évidemment, la Tamise coule dans le sens opposé de la Seine, si je puis dire. Donc, il faut toujours faire cet effort de l'ouest vers l'est, puis qu'elle se jette dans la mer du Nord. Et donc, en fait, la City se situe à l'emplacement de la première ville, donc le Londinium des Romains. Et puis, donc, à partir déjà du XVIIe, surtout. Cité romaine, voilà, tout à fait, une ancienne cité romaine. Oui. Donc à partir du XXe, surtout du XVIIIe siècle, c'est là que se concentre la fonction commerciale, bancaire, et la City perd désormais son rôle de lieu de résidence. Il y a de moins en moins d'habitants dans la City. Et donc on a effectivement à l'est donc la City, à l'ouest, plus en amont, le pouvoir politique, parce que les souverains anglais, dès le Moyen-Âge, se méfient. Ils ont besoin de la City, puis ils ont besoin de la City, parce que dans la City, il y a les marchands, il y a les banquiers, ils ont besoin d'argent, parce que les rois sont toujours fauchés, si je puis dire, parce qu'ils font souvent la guerre. Mais en même temps, ils s'en méfient parce que la population de la City, cette populace, elle est souvent sensible aux idées plus égalitaristes, radicales, on dit au moment du XVIIe siècle. Et donc, ils préfèrent se tenir un peu éloignés plutôt que d'être à proximité de cette population difficilement maîtrisable. J'ai cité tout à l'heure le nom de Jack l'Éventreur. Ça nous fait penser immédiatement à ces quartiers populaires, terribles. Tout ce qui s'étend à l'est de la City, donc c'est l'East End, là où à l'est finit la ville, et donc c'est les quartiers qui se situent entre la City et le port. Et là, on a effectivement des quartiers qui sont
composées essentiellement de taudis. Oui, Donc, une sorte de bidonville de l'époque. Voilà, ce sont des maisons qui ont été construites très rapidement lorsqu'il a fallu loger à toute vitesse, si je puis dire, les Londoniens qui arrivaient au début du 19e siècle. Donc des maisons construites en briques qui ont très mal vieilli. Il y a la surpopulation, donc il y a souvent une famille par pièce et des conditions d'hygiène absolument déplorables. Et c'est là qu'on va voir la prostitution, le crime, tous les maux, les fléaux sociaux que les Victoriens observent avec à la fois fascination et horreur, qui ont parfois tendance d'ailleurs un peu à exagérer. Enfin, oui, on a peut-être mythifié un peu tout cela, bien entendu. Un effet grossissant, un effet de loupe. Évidemment. Quant à l'ensemble de la population londonienne à la fin du 19e siècle, il y a 33% de pauvres. Il y a quand même 33%, mais il n'y a que, entre guillemets, 33% de pauvres. Un tiers de la population. Voilà, et 10% qui sont vraiment dans la pauvreté la plus noire. On voit, il faut lire les romans de Sir Arthur Conan Doyle, on lui a consacré d'ailleurs une émission il y a quelque temps. Il faut suivre Sherlock Holmes pour avoir une idée un peu de ce que peut être la Londres dans sa diversité. Tout à fait. D'une certaine manière. Londres, ce n'est pas que Oliver Twist. Oui, bien sûr, évidemment. Quand on va alors tout à fait à l'opposé, à l'ouest, on est dans les beaux quartiers très résidentiels, avec un phénomène qu'on a longtemps, sinon ignoré, mais peu connu sur le continent, qui est le phénomène de la promotion immobilière. Et donc les promoteurs achetant des quartiers entiers et des rues entières, ça donne une succession d'unités, si je puis dire. Voilà, il y a cette... en fait, en Angleterre, la propriété foncière reste, la plupart du temps, la propriété éminente entre les mains des nobles. Et donc les promoteurs, eux, vont acheter le droit de construire sur des lopins, d'espaces de terre plus ou moins grands. Et effectivement, comme ce qui compte, c'est le profit qu'ils vont en retirer. Donc on assiste à la standardisation des constructions. Alors suivant le public visé, si je puis dire, on aura des maisons qui seront plus ou moins élaborées, plus ou moins décorées. Mais à la base, c'est de la brique. Alors par-dessus, pour la bonne bourgeoisie, la noblesse, on va rajouter du stuc, parce que ça cache la brique. On va mettre des colonnes devant, rajouter des jardins, etc. Mais à la base, on a des enfilades de maisons qui se ressemblent toutes. Et ça existe encore aujourd'hui. Et on s'y perd, forcément. Hein, parce que alors rien dans ne un quartier qui n'est pas aussi... À Chelsea, par exemple, toutes les rues se ressemblent. Oui, à Chelsea, tout à fait. Mais alors à Kentish Town, au nord de Londres, qui est un quartier beaucoup plus modeste, eh bien, c'est l'histoire bien connue de Karl Marx qui rentrait tous les soirs du British Museum et qui, il était myope, il enlevait ses lunettes. L'hiver, il y avait du brouillard et donc dans la rue où il habitait, il n'arrivait pas à reconnaître sa maison. Et régulièrement, il allait dans la maison du voisin et à charge pour le voisin de le ramener chez lui. Non, monsieur Marx, vous n'habitez pas ici. Et il ne perdait pas la tête pour autant. Non, pas du tout. C'est juste que, ces maisons, ces alignements de maisons tout identiques, on pouvait facilement, quand on était perdu dans la rédaction de ces ouvrages, perdre le sens de l'orientation. J'ai lu qu'il fallait payer maintenant pour aller sur la tombe de Marx. C'est quand même c'est assez symptomatique de notre époque. Enfin bon, une des surprises, et on finira par là, si vous voulez, parce que après tout, c'est le cœur même de la cité, c'est ce qui l'alimente, c'est cette Tamise extraordinaire. L'une des surprises pour un continental, c'est de voir à quel point les berges, les rives de la Tamise sont très peu aménagées. Rien à voir avec la Seine. Hein. Absolument. Il faut attendre vraiment les années 1860 pour que les berges de la Tamise soient aménagées. C'est l'œuvre du grand urbaniste Basil Jett, seulement dans la partie centrale de Londres. Et en fait, la Tamise, c'est une véritable artère. D'ailleurs, dans le jeu, c'est très bien rendu parce qu'on a ce va-et-vient continuel de navires sur la Tamise, des navires qui sont ensuite déchargés par le biais de barges sur les entrepôts qui sont situés dans les grands bassins à flot, donc en aval de la Tour de Londres. C'est vraiment un ensemble portuaire tout à fait impressionnant qui s'étend sur une vingtaine de kilomètres au début du XXe siècle. Alors nous n'avons pas parlé des salles de spectacle qui, en ce 19e siècle, sont tellement essentielles à Londres, du côté de Trafalgar, de Covent Garden, etc. Donc c'est ce qu'on appelle le pays du théâtre, Theatreland. Voilà, évidemment. Nous n'avons pas parlé non plus, alors là en se rendant un petit peu plus à l'ouest, des quartiers où sont les premiers grands magasins qui vont naître, qui vont faire la célébrité des commerçants de Londres. Au sud de Hyde Park. Et c'est ça, voilà. Et donc avec Harrods, qui est le premier grand magasin et qui est très rapidement fréquenté, qui fournit la famille royale et donc être fournisseur de la famille royale. Voilà. Appointment to Her Majesty the Queen, être fournisseur de la famille royale, ça devient, après 1870, un argument publicitaire considérable.
Merci beaucoup Philippe Chassaigne. Je signale que la 4e édition de votre Histoire de l'Angleterre vient de paraître aux éditions Champ Flammarion, donc en collection de poche. Et puis vous avez donc largement participé à ce numéro spécial hors série d'Historia, Londres, capitale du monde. 1837-1901, ce sont les dates de règne de la reine Victoria, bien entendu. Je signale aussi que dans le Historia de ce mois-ci, novembre, on parle du Paris du crime. Paris, les quartiers du crime. C'est quand même, il n'y a pas que Londres dans la vie.